Cette animation explore le monde fascinant des armes nucléaires. Les têtes nucléaires peuvent atteindre leur cible grâce à des missiles balistiques intercontinentaux lancés depuis un silo. Le Minuteman III est un missile à plusieurs étages, dont le premier étage se sépare au bout d'1 minute environ. Peu après, la coiffe est larguée. La fusée continue à prendre de l'altitude et de la vitesse avec l'aide du deuxième étage. Après environ 2 minutes de vol, le deuxième étage est séparé. Le troisième étage augmente enfin la vitesse du missile à plus de 25 000 km/h. L'ogive nucléaire et le quatrième étage sont maintenant en vol libre. Le quatrième étage permet d'augmenter la portée si nécessaire et sert, entre autres, à viser précisément la cible. Une fois l'ogive découplée, elle est mise en rotation pour stabiliser la trajectoire. Le frottement des particules atmosphériques génère beaucoup de chaleur lors de l'entrée de l'ogive dans l'atmosphère. L'ogive atteint sa cible à une vitesse de plus de 4 km par seconde et explose. Il en résulte un flash de lumière plus brillant que le Soleil et des températures supérieures à 100 millions de degrés Celsius. Des matériaux et des structures entièrement nouveaux, comme la trinitite formée à partir du sable, sont créés par la température élevée de l'explosion. Voyons maintenant comment se produit une telle explosion. Pour ce faire, il faut disposer d'éléments capables d'entretenir une réaction en chaîne, comme le plutonium-239. Lorsqu'un neutron frappe l'atome de plutonium, celui-ci se divise en différents produits de fission et émet 2 ou 3 neutrons qui peuvent fissionner d'autres atomes de plutonium. Cette fission provoque à nouveau l'émission de neutrons. Une réaction en chaîne commence. Pour qu'une réaction en chaîne se produise, certaines conditions doivent être remplies. Si le matériau contient trop peu d'atomes de plutonium-239, seuls quelques neutrons seront produits et la réaction en chaîne se déroulera trop lentement. En outre, certains atomes absorbent les neutrons nécessaires. Dans les réacteurs nucléaires, la proportion d'atomes de plutonium-239 peut être augmentée par transmutation nucléaire. Dans cette configuration, la réaction en chaîne est déjà plus rapide et plus efficace. Toutefois, les neutrons peuvent quitter la matière et empêcher ainsi d'autres réactions en chaîne. C'est pourquoi la matière est transformée en sphère et un matériau réfléchissant les neutrons est fixé à l'extérieur de la sphère. Ces neutrons peuvent ainsi déclencher une réaction en chaîne. L'étape suivante consiste à comprimer le plutonium de manière à ce que les atomes soient plus proches les uns des autres. Ce n'est qu'à ce moment-là que la réaction en chaîne peut se produire de manière suffisamment efficace. Il faut libérer suffisamment de neutrons au bon moment pour fabriquer une arme nucléaire. C'est la réaction en chaîne d'une bombe nucléaire. Une bombe atomique très simple se compose donc d'un générateur de neutrons, d'une boule de plutonium et d'une enveloppe qui sert, entre autres, de réflecteur de neutrons.
Elle nécessite également des lentilles explosives et les fils nécessaires à la détonation des explosifs. Lorsque les lentilles explosives explosent, le plutonium est comprimé et le générateur de neutrons libère des neutrons. La réaction en chaîne commence alors. La fission simultanée des noyaux atomiques conduit à une boule de feu d'une température de plus de 100 millions de degrés Celsius. La pression et la température qui en résultent permettent même la fusion nucléaire, dans laquelle deux noyaux atomiques fusionnent et libèrent un neutron. C'est pourquoi les armes nucléaires modernes comportent non seulement une phase de fission, au cours de laquelle les noyaux atomiques se séparent, mais aussi une phase de fusion, au cours de laquelle les noyaux atomiques fusionnent. La phase de fission est constituée d'un noyau de plutonium creux. Des explosifs conventionnels sont utilisés pour comprimer le plutonium. En outre, un réservoir est installé pour produire un mélange gazeux de deutérium et de tritium dans le noyau creux de plutonium avant l'explosion. Ce mélange sert de générateur de neutrons. L'étage de fusion est constitué d'une enveloppe d'uranium-238. Il y a également une couche de lithium et de deutérium. Un noyau d'uranium-235, qui peut également être rempli de lithium et de deutérium, fait également partie de l'étage de fusion. Dès l'allumage du premier étage, le plutonium émet des rayonnements gamma et des rayons X en raison de la réaction en chaîne. Ce rayonnement et la mousse de polystyrène, qui devient un plasma, génèrent une forte pression sur le deuxième étage. Le deuxième étage se déclenche. Les neutrons produits par la fission des atomes d'uranium-235 génèrent le tritium nécessaire à partir du lithium. En raison de la pression et des températures élevées, les atomes de tritium et de deutérium sont pressés l'un contre l'autre, de sorte qu'ils fusionnent et forment des neutrons. La fusion de noyaux atomiques est connue sous le nom de fusion nucléaire. La fusion nucléaire libère encore plus d'énergie que la fission nucléaire. Cela signifie qu'il est possible de construire des bombes plus petites avec une puissance explosive encore plus grande. Examinons de plus près les différentes phases. Une ogive nucléaire d'une puissance explosive de 300 kilotonnes pulvérise toute la matière dans un rayon de 500 à 800 mètres. À 300 000 degrés Celsius, les liaisons chimiques des molécules qui maintiennent les atomes ensemble sont brisées. Une chaleur incroyable met le feu à tout ce qui se trouve dans un rayon d'environ 5 km. La chaleur, qui s'est propagée à la vitesse de la lumière, est suivie d'une onde de choc qui balaie tout sur son passage. Ici encore, on observe la propagation du rayonnement thermique, puis l'onde de choc. Quelques secondes plus tard, l'onde de choc est suivie d'une onde de pression négative qui aspire tout vers le centre. La puissance destructrice d'une ogive nucléaire d'une force explosive de 300 kilotonnes
est à nouveau visible ici. L'impact réel dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que les conditions météorologiques. Les incendies se sont propagés rapidement, en partie à cause des conduites de gaz ouvertes qui ont été détruites par l'onde de choc. C'est pourquoi l'explosion, mais aussi les incendies, libèrent des substances toxiques dans l'atmosphère. Avec plus de 4000 ogives nucléaires opérationnelles, on peut supposer qu'il y aura non pas une, mais plusieurs explosions nucléaires. Partout sur notre Terre, dans les grandes villes et là où sont stockées les armes nucléaires de l'ennemi. Dans le cas d'une explosion au sol, les substances radioactives libérées lors des explosions se combinent avec des particules plus grandes de l'environnement. Une grande quantité de matière radioactive est ainsi libérée dans l'atmosphère. Des nuages denses, noirs et radioactifs enveloppent lentement mais sûrement l'ensemble du globe sous l'effet du vent. Même les endroits les plus beaux, les plus ensoleillés et les plus reculés de notre planète sont sur le point de connaître un hiver nucléaire. Les nuages noirs poussent devant le soleil et entraînent des mois, voire des années d'obscurité. Les particules radioactives retombent sous forme de retombées radioactives et peuvent nuire à l'homme, aux animaux et aux plantes. Bientôt, les pluies noires noirciront toutes les plantes de la planète et contamineront le sol pendant des décennies, voire des siècles. Les cultures mourront, la nourriture se raréfiera. Et les paysages autrefois florissants deviendront des terres stériles. Notre planète bleue commence à ressembler à Mars. Enfin, examinons quelques-uns des nombreux effets sur l'organisme humain. Nos yeux ont la capacité de contrôler la quantité de lumière qui atteint la rétine. Si trop de lumière tombe sur la rétine, l'iris contracte la pupille. Cela permet à la rétine de ne recevoir que la quantité de lumière qu'elle peut traiter. Une explosion nucléaire produit un flash de lumière qui brille plus fort que le soleil. Cela peut endommager la rétine et provoquer une cécité temporaire ou permanente. Si l'on ne se trouve pas dans des locaux fermés, le fort dégagement de chaleur provoque de graves brûlures de la peau, même à distance. La radioactivité peut également se manifester à grande distance en raison des retombées radioactives. La radioactivité est dangereuse parce que certaines substances émettent de petites particules rapides. Ces particules peuvent arracher des électrons à d'autres atomes. Notre ADN est également constitué d'atomes. Indirectement ou directement, ces rayonnements ionisants provoquent des cassures dans notre ADN. Si la cellule ne peut pas réparer ces cassures double brin, elle entre en apoptose et meurt. Si cela se produit trop souvent, c'est tout l'organisme qui risque de mourir. Si la cellule ne meurt pas,
elle peut devenir une cellule cancéreuse. Elle ne remplit alors plus les tâches caractéristiques de son type. Elle dégénère.